Tidiane Dièye, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, est notre invité dans ce journal. Également dans l'actualité, le séminaire de stabilisation du calendrier académique ouvert ce vendredi. Cette réunion de 3 jours va définir une stratégie nationale pour mieux harmoniser l'enseignement supérieur au Sénégal. Et puis nous ferons connaissance avec le nouveau directeur général de l'administration pénitentiaire. Réforme et modernisation de la justice et du milieu carcéral sont les principaux défis de Aliou6. Son portrait à suivre dans ce journal. Le chef de l'État s'est rendu ce vendredi à Bignona où est célébré le gamou annuel de El Hadj Fonsou Bodian, un soufi humaniste connu à travers la Casamance et dans les pays de la sous-région. Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la part de Bignona dans le programme de modernisation des sites religieux. Pour sa part, le religieux a prié pour un Sénégal de paix et a appelé les Sénégalais au travail pour accompagner le chef de l'État. Reportage de Marning. Atterrissage au Cap Skirring pour recevoir les honneurs dus à son rang de président de la République. Après l'accueil des autorités administratives et locales, cap sur Bignona. La grande mosquée de la localité a été la première étape. Ici, le président Bassirou Diomaye Faye a assisté à la prière du vendredi. Sous la direction de Abdou Karim Djedjou, un des disciples d'El Hadj Fonsou Bodian. Allahu Akbar. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Après le 2 rakas ponctués de prières, le chef de l'État s'est rendu au domicile du religieux El Hadj Fonsou Bodian. On entretient aux allures de retrouvailles avec ce soufi humaniste connu à travers la Casamance et dans des pays de la sous-région. Leurs relations datent de longtemps. Entre-temps, il y a eu le statut de chef de l'État qui ne change pas l'affection et la considération du président Bassirou Diomaye Faye. Sous le chapiteau, il rappelle que c'est d'abord le fils et le fidèle qui vient célébrer le gamou. En sollicitant des prières pour un Sénégal de paix et de prospérité partagée, le président Bassirou Diomaye Faye a assuré le marabout de son engagement à réserver une part importante à Bignona dans le programme de modernisation des sites religieux. Un discours bien apprécié par El Hadj Fonsou Bodian. Sa parole est portée par Lamine Badji, un de ses disciples. Des mots de remerciement et une marque de gratitude pour ce compagnonnage basé sur une affection mutuelle. Le religieux a appelé les citoyens au travail afin d'accompagner le chef de l'État dans sa mission. Remerciant le président Bassirou Diomaye Faye, El Hadj Fonsou Bodian a prié pour que Dieu l'assiste. Ce cadeau, un exemplaire du Coran, est remis au chef de l'État en signe de reconnaissance. Avant de quitter Bignona, le président de la République a visité le site qui doit abriter le gamou en compagnie du religieux, ce que les fidèles ont bien apprécié.
Et sur le chemin du retour, le chef de l'État s'est arrêté sur le pont Émile Badiane en réaction à une alerte sur la vétusté de l'ouvrage. Le gouverneur de la région lui a donné des éléments d'information. Nous écoutons Morta Latine au micro d'Omar Ning. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le cadre des investissements identifiés, il a été préconisé un second pont pour Ziguinchor. Au même endroit. Bon, peut-être pas au même endroit, peut-être il va falloir chercher un autre tracé. Parce que là, on ne peut pas, c'est le seul... Voilà, on ne peut pas faire des travaux parce que si on doit reprendre carrément ce pont, il va falloir interrompre la circulation. C'est pourquoi la solution consiste à maintenir ce pont et à réaliser peut-être un autre pont par ici ou bien par là. Effectivement, l'état de vétusté est une réalité. Est-ce que les techniciens se sont prononcés sur la praticabilité du pont? Oui, les études ont été faites. Ils ont dit quoi? Bon, effectivement, ce pont, si rien n'est fait, sous peu risque de s'écrouler. C'est la raison pour laquelle ils ont... Mais l'étude est disponible. Voilà, pour le second pont. Retour sur la visite du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye au Burkina Faso. Le chef de l'État et le capitaine Ibrahim Traoré veulent renforcer l'axe Dakar-Ouagadougou en visite d'amitié et de travail hier au Burkina. Les deux présidents ont discuté des défis sous-régionaux. Envoyé spéciaux, Mamadou Belém au Marning. Ouagadougou, une autre étape qui a également son importance dans les contacts que le président Bassirou Diomaye Faye est en train de nouer avec les voisins du Sénégal. Le voici donc accueilli par le capitaine Ibrahim Traoré avec les honneurs. Le Sénégal et le Burkina Faso entretiennent des relations bilatérales exemplaires. La coopération entre les deux pays frères touche des domaines stratégiques. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens dans ce sens. Le premier ici, au salon du pavillon présidentiel de l'aéroport de Ouagadougou. Le deuxième temps sera le palais présidentiel du Faso. Les présidents Ibrahim Traoré et Bassirou Diomaye Faye ont eu l'occasion d'approfondir leurs échanges. C'est une visite placée sous le signe de l'amitié, de la fraternité, mais c'est aussi une visite de travail. Nous avons des défis communs. C'est aujourd'hui le défi sécuritaire qui est le plus prégnant, le défi de la migration irrégulière, les défis de la lutte contre les trafics d'êtres humains et de trafic de substances illicites. Et ce n'est que dans la concertation, les échanges de renseignements, les opérations conjointes qu'on réussira ensemble à prendre le dessus sur ces fléaux des temps modernes. Je repartirai du Burkina Faso très réconforté de l'ouverture d'esprit et de la disponibilité du président Ibrahim Traoré, mais surtout de sa disponibilité à renforcer avec nous l'axe Dakar-Ouaga pour développer davantage les échanges et la coopération. Nous avons aussi abordé le sujet de la CEDEAO, comme je l'ai fait dans les pays que j'ai visités jusqu'ici. Je comprends aujourd'hui que les positions soient quelque peu figées, mais je perçois dans chacune de ces positions-là, ou les tenants de ces positions, une fenêtre d'ouverture qui peut permettre de nouer un fil, si tenu soit-il, du dialogue. Et c'est pour ça aussi que je profite de ces visites d'amitié et de travail qui sont particulièrement centrées sur la coopération bilatérale pour adresser ces questions-là et dire ma disponibilité à continuer à travailler pour qu'il y ait des plages de convergence qui nous permettent quand même de discuter de ce qui ne marche pas, parce que nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs par rapport à cet ensemble-là, pour nous battre au sein de la CEDEAO et ensemble pour que la CEDEAO reste ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir
un organe d'intégration qui a été cité en exemple, que nous devons pérenniser, que nous devons renforcer. Partant de ces propos, l'on retiendra un entretien fructueux, symbolique de l'importance de ce déplacement du président Bassirou Diomaye Faye à Ouagadougou. Dans l'actualité également, l'affectation du général Souleymane Kandé. Jamais la nomination n'a autant fait parler. Déni des prérogatives présidentielles, tentative de déstabilisation ou entreprise de manipulation systématique de l'opinion publique. La question se pose au regard de l'orientation que certains impriment au débat national au Sénégal quand les démons refusent d'abdiquer. Chronique signée Ousmane Gari Faye. Encore un os à ronger et à faire ronger au peuple. Pour les pourfendeurs de la nouvelle équipe gouvernementale, désormais aucune occasion n'est de trop pour saper la dynamique de rupture en cours. C'est que ceux-là ont fait le pari de s'emparer, quoi qu'il arrive, du débat national pour empêcher au chef de l'État et son Premier ministre de dérouler l'agenda. Le projet de rupture tant promis au peuple et dont les axes clairement définis sont en train d'être posés. Et au rythme où évoluent les choses, des lignes vont forcément bouger une fois le travail achevé. Voilà peut-être ce qui déplaît et qui fait peur dans le milieu politico-affairiste organisé en lobby et décidé à faire face. Mais vouloir s'opposer de cette façon à pouvoir arriver aux affaires avec un score qui frôle presque le plébiscite, c'est s'engager dans une voie sans issue, un long tunnel où l'on risque de ne jamais voir le bout. Hier, c'était l'affaire Mélenchon et le faux débat sur les LGBT, alors que le président du parti PASTEF tenait devant l'homme politique français l'un des discours les plus marquants de la décennie sur l'état des relations Afrique occidentale en général et singulièrement entre la France et le Sénégal. Un discours qui a fait écho dans le monde car fixant les nouveaux contours qui, aux yeux d'Ousmane Sonko, doivent désormais gouverner un partenariat qui jusque-là était en défaveur de l'Afrique et du Sénégal. Mais voilà donc la réalité de cette visite reprend à peine le dessus sur les velléités déstabilisatrices intérieures que les mêmes reprennent du service. Avec ce nouveau débat de bas étage, l'affectation d'un officier général de l'armée par celui-là à qui pourtant le texte fondamental donne pouvoir à nommer aux emplois civils et militaires. Poser sous ce rapport un quelconque débat sur cette affectation qui somme toute relève de la banalité, c'est vouloir dénier au chef de l'État une prérogative prévue parfaitement par les textes avec ce décret en date du 24 mars 2024 portant statut de l'attaché défense. Ce qui relève d'une énième tentative de détourner l'opinion publique des pas positifs posés par le gouvernement dans le sens de la modernisation de la justice, de la citoyenneté, de la traque des deniers publics et de la nouvelle approche diplomatique qui l'a conduit à Bamako et Ouagadougou, rompant ainsi les codes en CEDEAO. Partons maintenant à Ziguinchor. La mairie a procédé au lancement d'une journée régionale de curage des caniveaux, une activité organisée en prélude de la journée nationale Setal Sonoré, lancée par le chef de l'État. Les populations, vous allez le voir, sont sorties apporter leur soutien à l'équipe municipale. Mariama Bongora. La municipalité de Ziguinchor prend les devants pour prévenir les inondations. Un curage des caniveaux est entamé à cet effet. Et le lancement a eu lieu avec la participation des autorités du département de Ziguinchor et de la jeunesse. Nous sommes là ce matin pour procéder au lancement du curage des caniveaux de la commune de Ziguinchor. Vous savez qu'il y a 2 ans, le maire de la commune de Ziguinchor a initié le service civique. Ça veut dire des volontaires qui sont prêts à accompagner la mairie pour tous les travaux, surtout le curage, pour permettre d'évacuer les eaux usées. Et cela peut en tout cas lutter contre les inondations. Le préfet de Ziguinchor lance un appel à l'endroit de tout un chacun pour veiller à la salubrité de la commune. Il n'est pas possible que dans une commune, dans une société, qu'il y ait des personnes qui aient l'obligation de nettoyer et d'autres qui aient le droit de salir n'importe comment. Ce n'est pas possible. Nous avons tous la responsabilité partagée de veiller à la qualité de notre cadre de vie. Je crois que le pari, ce n'est pas seulement de la logistique, ce n'est pas seulement de la morale, c'est aussi un comportement citoyen adéquat pour le respect du bien public. Une fois les canaux curés, il nous faudra tous, citoyens de Ziguinchor, éviter les attitudes
les mauvais comportements qui vont tout de suite réduire à néant les efforts qui ont été consentis. L'équipe de ramassage des ordures ménagères de la commune accuse parfois du retard dans l'action. Une situation qui s'explique, selon le maire, par le manque de sites de déversement. Un problème déjà pris en charge par les autorités. À Kaolack, la journée nationale du nettoiement prévue ce 1er juin se prépare aussi bien. Un CRD a eu lieu autour du gouverneur de région. La réunion technique a permis de définir la démarche à suivre pour un impact réel sur la vie des populations. D'autres moyens importants, matériels et humains, sont mobilisés à cet effet. Claire Diop. Ce CRD est d'abord précédé de réunions organisées à travers les 3 départements de Kaolack avec les acteurs concernés à la base. Objectif réfléchir et voir quelle stratégie entreprendre dans le cadre de la mise en œuvre de la directive du président de la République concernant la journée nationale de nettoiement ce 1er juin. Il a été question de trouver un commun accord sur la démarche à suivre, aussi le choix des sites pour plus d'impact. Au niveau de Nioro, l'intervention phare concernera le site dit des Marailleurs à l'entrée de la ville. Au niveau de Guinguinéo, l'intervention portera sur le marché. Au niveau de Kaolack, nous avons les bassins de Khahoum, de Sam et de Tiofak. Mais d'autres sites également bénéficient d'interventions comme les établissements scolaires, comme les gares routières, comme le marché central aux poissons de Kaolack et au niveau de quelques quartiers également où les jeunes se sont engagés à marquer cette journée par des opérations de cette secteur qu'ils vont mener. Une grande mobilisation sociale pour des actions concrètes avec en tête de file l'exécutif régional. L'administration territoriale veut montrer l'exemple. Tout est mis en œuvre pour l'implication et l'appropriation de la démarche par les populations locales. Monsieur le Président de la République, véritablement, compte beaucoup sur l'engagement de cette communauté pour réussir cette opération. Parce que cette approche communautaire-là, son avantage, c'est de susciter l'engagement participatif. Donc, il s'agira d'identifier les forces de cette communauté, de la reconnaître et de s'y appuyer donc, pour faire ce travail-là, qui les interpelle directement, qui les concerne. Parce qu'il s'agira d'améliorer leur cadre de vie, leur environnement. Aux populations, l'appel est lancé pour la pérennisation de telles activités qui va assainir l'environnement immédiat dans les localités. On insiste sur la participation quand même de la communauté pour être au devant ou être à nos côtés, pour s'approprier cette activité-là, pour la porter et pour en faire une réussite. Parce qu'au-delà de la journée du 1er juin, c'est une activité qui devrait s'inscrire dans la continuité. Donc c'est une journée de lancement pour susciter l'engagement des communautés, donc au niveau des différents territoires, mais au-delà, c'est des activités qu'elles devront elles-mêmes participer. C'est pourquoi nous leur avons lancé cet appel. Familles religieuses et porteurs de voix sont aussi impliqués. Sensibilisation est faite sur les bons comportements pour un environnement sain pour tous. Comme Ziguinchor et Kaolack Saint-Louis s'activent pour la journée de demain, le gouverneur a fait un repérage au niveau de certains sites. Il est en direct avec Abdouad pour nous parler des préparatifs de cette journée. On retrouve donc Abdouad dans la vieille ville. Oui, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici à Saint-Louis qui s'apprête à participer activement à cette journée d'investissement humain qui va se dérouler demain et qui a été initiée par le chef de l'État, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Un vaste programme nous attend demain et pour en parler justement, j'ai à mes côtés le gouverneur de la région de Saint-Louis, M. Alioune Badara Samb. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Bonsoir. Donc tout à l'heure, vous avez fait une visite de repérage sur certains sites où on a constaté peut-être un volume de déchets assez important et qui mérite peut-être un travail minutieux pour dire que c'est un gros chantier qui vous attend demain. Mais merci beaucoup Abdou. Nous avons effectivement fait cet après-midi une visite de reconnaissance des sites qui ont été ciblés pour la journée de demain. Conformément aux hautes instructions de M. le Président de la République, Saint-Louis, à l'image des autres régions, va, Inch'Allah, si Dieu nous prête vie demain, dérouler les activités de mobilisation citoyenne dans le sens de répondre aux attentes de l'État sur instruction de son Excellence, M. le Président de la République.
Et comme je le disais tantôt, parmi ces sites, vous avez visité Pikine. Et là aussi, on sent qu'il y a un travail qui doit être fait par rapport à la propreté des lieux et aussi au réseau d'assainissement. Oui, ce travail sera effectivement bien fait parce que cette visite d'abord a été suivie après d'une réunion de planification avec l'ensemble des services intéressés, particulièrement la SONAGED qui est représentée, l'ONAS qui est l'Office national de l'assainissement, mais également avec la participation de la zone militaire numéro 2. Vous avez vu les 2 officiers adjoints du commandant de zone avec le préfet de département. Donc nous sommes fin prêts après cette visite et la planification qui a été faite pour pouvoir relever les défis de l'organisation, mais surtout avoir un franc succès. Parce que comme vous le savez, Saint-Louis est une ville qui est une ville amphibie, une ville qui est sur l'eau, mais également qui connaît, à l'image des autres villes du Sénégal, quelques difficultés en matière d'amélioration du cadre de vie. Donc nous avons identifié pour demain 3 sites, mais l'un des sites peut être décomposé d'ailleurs en 3 sous-sites avec un point noir où il y a beaucoup d'urdures. Nous tâcherons d'éradiquer ce point noir à titre éducatif, mais également un travail va être fait sur Pikine, parce que comme vous le savez, Pikine a la particularité d'avoir un réseau d'assainissement qui n'est pas encore terminé. Nous avons pris en tout cas toutes les décisions pour pouvoir en tout cas faire en sorte que la journée de demain se déroule dans d'excellentes conditions. D'accord. Et la région de Saint-Louis aussi comprend 2 autres départements. Qu'est-ce qui est prévu sur ces 2 sites? C'est pas seulement Richard Toll et Podor, Dagana et Podor. Conformément aux autres instructions de M. le Président de la République, toutes les circonscriptions administratives se sont préparées. J'ai instruit les différents préfets pour tenir des réunions avec les différents acteurs, mais surtout avec la participation des populations, pour que ces populations-là soient ensemble, de concert avec toutes les composantes de la nation, pour relever les défis qui ont été identifiés comme étant des défis majeurs dans un cadre global d'un environnement sain, mais surtout pour répondre aux défis des inondations qui sont une question lancinante et pour laquelle vraiment les instructions de M. le Président de la République devraient être exécutées à la lettre et pouvoir traverser l'hivernage 2024 dans d'excellentes conditions. En tout cas, au niveau de Podor, le préfet de département a également un site ou des sites qui ont été identifiés, idem sur le département de Dagana, particulièrement à Château, mais également dans tous les autres arrondissements, tous ces arrondissements du moins, on aura des opérations qui vont se dérouler. Monsieur le Président de la République a été clair dans son invite, en tout cas dans les instructions qu'il a données. Il ne s'agit pas d'une journée qui va s'arrêter, mais il s'agit surtout d'une journée qui devrait être rééditée pour un changement de comportement dans le sens de faire en sorte que le Sénégal puisse répondre en tout cas aux défis majeurs d'un cadre de vie amélioré, d'un meilleur cadre de vie pour que l'on puisse répondre également aux autres défis liés au développement socio-économique de ce pays. Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur, pour toutes ces précisions. Donc, rendez-vous demain pour cette journée qui sera présidée par le ministre de la Communication, Monsieur Aliou Sall. Nous restons avec vous à Saint-Louis. Vous avez recueilli la réaction de quelques Saint-Louisiens. On regarde. On a à maintes reprises essayé d'enlever ce site-là par rapport à son état. Ensuite, par rapport aussi à la journée de demain, on a préparé de faire le set-setal dans le quartier. C'est pourquoi on a pensé aussi à faire appel aux autorités par rapport à ce site qui nécessite de gros moyens quand même pour son enlèvement. Nous gardons espoir parce qu'il y a les autorités déjà qui sont là et qui sont quand même un peu bienveillants par rapport à nos aspirations. On aimerait vraiment qu'on mette fin à cette insalubrité qui perdure dans ce quartier. On n'arrive plus à travailler correctement à cause des inondations. On est tous déterminés à participer massivement à cette journée, espérant qu'on mettra à notre disposition des camions de sable pour dégager les flaques d'eau. On appelle à une mobilisation générale. Après tout, il s'agit de notre propre cadre de vie. Président Diomaye Diakhar Faye dafa lancé Sénégalais yi ni leen nañu jublu ci cet gi gannaaw bu mu jubloo ci jubbanti gi. Le président Bassirou Diomaye Faye appelle à une mobilisation générale pour assainir notre cadre de vie. C'est très important. Nous sommes prêts à accompagner les autorités dans ce sens et tous les services techniques pour une réussite de cette journée, notamment ici, à Pékin, un quartier qui a droit à un meilleur cadre de vie. Pour képp nga xamante ni aussi dégg nga message yu président
nga mën a jóg ak foo mënti nekk rawatina ñun waa Pikine nga xamante ni suñu cadre de vie sainwul. Et pour parler de tout cela, avec moi sur ce plateau, Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Mariama, c'est moi. Alors, monsieur le ministre, demain aura lieu la première édition de la journée Setal Sunu Réew, qui signifie rendre notre pays propre. Quel sens un tel événement revêt pour vous et pour le gouvernement d'une manière générale? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. C'est une journée très importante. Suite à l'appel du président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, qui a été d'ailleurs relayé par la suite par M. le Premier ministre, j'ai organisé tout un processus avec l'ensemble des acteurs, tous les ministères concernés, les collectivités locales, mais plus particulièrement les communautés à la base, les populations, les citoyennes et citoyens, pour réaliser quelque chose d'important pour le gouvernement, puisque la nouvelle vision et le paradigme politique dans lequel s'inscrit l'action du gouvernement, c'est de mettre le citoyen au centre des politiques publiques. Et dans ce domaine qui nous concerne aujourd'hui, le nettoiement, le curage et les actions de planification pour la prévention des inondations, le président de la République y tient particulièrement parce qu'il a compris effectivement que la question des inondations est une question complexe qui ne peut être résolue que par l'État ou, disons, par des approches sectorielles. Il faut une vision holistique. Et c'est la raison pour laquelle il a demandé à l'ensemble de la communauté nationale de se mobiliser pour que ça soit une approche populaire, communautaire et citoyenne. Pour que les Sénégalais comprennent finalement que pour y arriver, il s'agit pour l'ensemble de nous tous qu'on se mobilise, qu'on aille dans nos lieux de vie, en commençant par nos quartiers, nos rues, nos communes et le pays. Et c'est pour cette raison qu'au moment où je vous parle, partout dans le pays, les autorités administratives en relation avec les collectivités locales et les populations à la base sont en train de mettre la dernière main dans le processus d'organisation et de mobilisation. Et partout dans ce pays, ou aussi à Dakar, le dispositif technique et opérationnel est prêt. Les sites les plus sensibles, les plus importants, j'ai vu dans votre reportage beaucoup d'espaces où la saleté, les ordures et autres obstruaient les caniveaux. On a identifié tous ces sites et demain, le matériel sera déployé. Là où il faudra quelques coups de balai, ça sera fait. Mais tous les sites où il faudra beaucoup plus, notamment des engins et du matériel lourd, les services et les équipes sont déjà aussi prêtes pour faire ce travail. Avant d'aller plus loin, monsieur le ministre, comment faire pour inscrire cette journée dans la continuité? Oui, déjà par le nom qui est choisi. Oui. Setal Sunu Réew, c'est pour que ça parle aux Sénégalais. Parce qu'au peuple, il faut parler leur langue. Tout le monde comprend de quoi nous parlons. Tout le monde comprend qu'on ne peut pas y arriver s'il n'y a pas un processus d'appropriation. Et c'est à cela que le président de la République a appelé les citoyens en leur disant que nous gagnons tous, finalement, si nous nous mettons ensemble et qu'on mutualise nos énergies et nos forces, parce qu'on verra qu'on a du résultat. Le pays sera très propre, il sera beaucoup plus propre qu'avant, et tout le monde gagnera. Et c'est pour cette raison qu'il a dit demain, ce sera un lancement, mais ce sera dans la continuité. D'ailleurs, la première journée est placée sous le sceau de la lutte contre les inondations, mais le mois suivant, ce sera placé sous le sceau d'une autre thématique. Donc chaque mois, il y a un thème. Et chaque mois, il y a un thème qui sera choisi. Et chacun de ces thèmes va vraiment s'inscrire au cœur des préoccupations des Sénégalaises et des Sénégalais pour leur donner l'envie, pour leur donner, exprimer cette volonté de pouvoir contribuer. Et le président a compris que depuis ces processus de changement ces dernières années et ces derniers mois, qui se sont matérialisés par ce qui s'est passé au plan politique, on a compris que les Sénégalais ont envie, ils ont la volonté et le désir de mettre la main, de contribuer, de ne plus être des spectateurs, mais d'être des acteurs du changement de leur vie. C'est-à-dire qu'être l'exemple du changement que nous voulons, c'est à cela que le président les a appelés. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle lui-même, il sera sur le terrain. Nous avons déjà préparé les pelles et râteaux qu'il utilisera et les brouettes qu'il poussera. Et à sa suite, le Premier ministre ira dans un autre quartier pour aussi faire les mêmes affaires, pour montrer aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Et vous aussi, vous serez quelque part et les DG aussi seront mobilisés pour la journée de demain? Alors, tous les ministres sont déjà déployés. Chacun des ministres, des autorités, tous ceux qui sont dépositaires de charges publiques ont été invités à regagner les régions, à regagner les départements et même dans leurs villages. Et je sais que beaucoup sont déjà arrivés sur place et ils travailleront avec les gouverneurs et autres à aller sur le terrain et à diriger, ouvrir la voie à la population. Et bien entendu, moi-même, en tant que ministre maître d'œuvre de la journée, je serai à côté du président pour faire le travail. Et à ça, après qu'il ait fait, parce qu'il ira à Thiaroye, dans un site assez important, parce qu'il y a un hôpital autour,
pour le symbole de la préservation de l'hôpital contre les inondations. Et quand il aura fini, j'irai avec le Premier ministre ailleurs, où le fait anthropique a fait que les populations se sont installées sur les voies de passage des eaux, ce qui crée aussi des problèmes dans d'autres quartiers en amont. Et tout cela, je ne serai pas comme ça. J'aurai mon gilet et mes bottes, bien entendu, dès demain, Inch'Allah. Et j'appelle tous les journalistes de la RTS à être avec nous pour le travail. Très bien. Le message est lancé. Alors, des opérations de désencombrement ont été initiées par les communes de Keur Nord et Keur Sud. Ces localités veulent mettre fin à l'occupation anarchique de l'espace public. L'objectif, vous le savez, est de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations et lutter contre l'insécurité. Un reportage de Ndeye Koumba Ndiaye. L'opération qui a débuté depuis plusieurs jours se poursuit. Le décor commence à changer. À la place des étals, des tabliers, des kiosques et des garages de mécaniciens, ce sont désormais des espaces vides et des débris. Cela fait suite à une vaste opération de désencombrement de l'espace public initiée par les mairies de Keur Nord et Sud. Nous partageons une route principale avec la commune de Keur Sud. Le maire de la commune de Keur Sud a initié, dans le cadre de ce déguerpissement, déjà de commencer à faire enlever les tabliers qui étaient sur la voie publique. Maintenant, quand il les a enlevés, ces gens-là quittaient son territoire pour venir dans le territoire de Keur Nord. On était obligés, nous, de ne pas accepter cet état de fait. C'est pourquoi nous avons essayé, dans le cadre de l'intercommunalité, d'essayer de travailler en synergie pour que les espaces qu'on veut libérer, que ça puisse se libérer à temps. Qui dit anarchie dit insécurité. Donc il y a insécurité à tous les niveaux à Keur aussi, c'est dit à l'anarchie et l'encombrement. Aux alentours du pont, il y a toujours des vols, il y a aussi des vendeurs de façon illicite, les téléphones qu'on vole. Il y a tout. Il y a l'insécurité à tous les niveaux autour de l'autopont. C'est lié à l'anarchie aussi. Plusieurs zones sont concernées par ce désencombrement qui permettra non seulement de lutter contre l'occupation anarchique de la voie publique, mais aussi contre l'insécurité grandissante. L'opération ne fait pas que des heureux. Si la plupart se réjouissent de cette initiative, ce n'est pas le cas pour d'autres. Les marchands ambulants s'insurgent contre les élus locaux. Le maire de Keur Nord nous respecte beaucoup. Il nous a avertis bien avant-hier. D'ailleurs, il nous a même permis de rester ici jusqu'après la Tabaski. Nous sommes dignes. Nous n'entendons pas la main. Nous voulons juste un endroit où gagner dignement notre vie. Nos autorités doivent nous aider au lieu de nous persécuter. Nous sommes juste des pères de famille. Nous tentons de nous en sortir dignement. Nos marchandises ont été détruites. Nous avons perdu beaucoup d'argent. Nous exigeons plus de considération de nos autorités. Nous avons des dettes à rembourser. Avec la Tabaski approche, le moment est très mal choisi. Des accusations battues en brèche par la mairie de Keur Sud. Pas de difficulté. Ils sont mécontents par rapport à la situation parce qu'ils ont l'habitude de créer l'anarchie. Ils se croient dans leur droit alors que tel n'est pas le cas. Mécontentement est naturellement une chose à attendre. Le maire a dit qu'il y aura des dédommagements pour ceux qui ont des marchandises gâtées ou quelque chose comme ça. Mais le maire a dit ça aux résidents de la commune, ceux qui habitent la commune. Donc ça, c'est une procédure à évaluer, voir qui est de Keur Sud ou qui n'est pas de Keur Sud. Tel n'est pas encore fait. Ces espaces ne resteront pas inoccupés. À la place, des espaces verts sont prévus sur les lieux. Ce déguerpissement, qui coïncide avec la première édition de la journée du nettoiement prévue partout au Sénégal ce samedi, va se poursuivre des jours encore. Il permettra de promouvoir la salubrité et un meilleur aménagement de l'espace public. Le département de Keur aura désormais un nouveau visage.
L'occupation anarchique, vous l'avez vu, de la voie publique reste un véritable problème au Sénégal. Dans les avenues, boulevards et autres grandes artères, les populations ont du mal à se frayer même un chemin. Malgré les opérations de déguerpissement, les autorités ne parviennent toujours pas à résoudre ce problème. Dame Silla. Au Sénégal, l'occupation anarchique de l'espace public demeure une équation sans solution. Les opérations de déguerpissement, souvent menées par les collectivités locales, en collaboration avec l'administration territoriale et les forces de l'ordre, n'ont toujours pas donné l'effet escompté. Il suffit de quelques semaines pour voir les déguerpis occuper à nouveau les lieux. Et quand ils sont interpellés, la même réponse revient. Dañuy daan sunu doole. Comprenez, nous gagnons notre vie à la sueur de nos fonds. Cette occupation anarchique est source de beaucoup de problèmes. D'abord de mobilité à Dakar, de salubrité à Dakar, de sécurité, de sûreté et surtout de santé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui reviennent, peut-être qu'ils ne comprennent pas. Mais ce que nous devons comprendre, que cette activité, si elle est menée sans qu'il y ait un suivi, les gens reviendront. Il appartient donc à ce niveau-là, les collectivités territoriales, de revoir la gestion de l'espace public au niveau des communes, de revoir la gestion des marchés au niveau des communes, et qu'on mette en place un dispositif opérationnel de prévention, d'action et de suivi. Dans la capitale, la situation est encore pire. Au rond-point Liberté 6, par exemple, les piétons sont obligés de circuler sur la route, malgré les risques d'accident qu'ils encourent, faute d'espace sur le trottoir. C'est difficile à vivre, vraiment, mais on n'y peut rien. Nous passons ici, par exemple, moi je passe ici tous les jours en allant au travail et au retour. Et parfois, on n'a même pas où marcher. On est obligé de partager la route avec les voitures parce que les trottoirs sont occupés par les vendeurs. Et ici, c'est au Sénégal, c'est difficile de parler. Sinon, on va te dire qu'ils l'utilisent pour travailler. Bon, on ne doit pas les déguerpir. Or que c'est risqué pour nous, piétons, qui empruntons tous les jours cette route-là. Cette situation désastreuse, à la limite invivable, reste toujours sans solution. Les populations invitent désespérément les autorités à mettre un terme à cette anarchie. L'anarchie, là, c'est pas normal. Je veux travailler là, d'accord. Mais il faut chercher des magasins. Le chemin, c'est pas le magasin. Personne ne peut passer. Les motos et tout, là, c'est des encombrements. Les Jakarta et tout ce que tu vois là, c'est l'encombrement. C'est partout à Dakar, partout. L'État doit prendre ses responsabilités et régler ça une bonne fois pour toutes. Si tu fais 1 mois, 2 mois, ils reviennent, c'est pas du travail, ça. Il faut qu'ils règlent le problème une bonne fois pour toutes. C'est l'intérêt de tout le monde. 64 ans après l'indépendance, le Sénégal ne parvient toujours pas à réglementer l'occupation de l'espace public. Certes, des efforts sont menés dans ce sens par les différents régimes qui se sont succédés, mais les résultats obtenus sont peu reluisants. Il faudrait d'abord une prise de conscience individuelle et collective pour qu'on évite cela. À défaut de pouvoir réussir dans la sensibilisation et dans la mobilisation, mettre en place un dispositif de répression extrêmement sévère, par des amendes forfaitaires extrêmement sévères et par même des contraintes, parfois physiques. Je crois que tant qu'on n'arrive pas à cela, peut-être les gens ne comprendront pas. Mais en tout état de cause, ça doit être la dernière des choses qu'il faut faire. Il faut que chacun dans sa conscience puisse comprendre que je ne dois pas salir, je ne dois pas encombrer. Et si on me paye, après avoir été déguerpi, je ne dois pas revenir. Mais le système, c'est quoi? Vous êtes là, vous êtes déguerpi, vous partez. En partant, vous amenez un de vos neveux ou de vos frères pour qu'ils reviennent occuper la même place. Et à chaque fois qu'on parle de dédommagement ou bien d'accompagnement, vous voyez que les listes augmentent d'une manière exponentielle. L'homo sénégalensis est-il naturellement habitué à être à l'écart de la bonne conduite dans l'espace public, où les autorités en charge de la question ont encouragé se laisser aller? En tout état de cause, il est temps de mettre un terme à cette anarchie qui a trop duré. Monsieur le ministre, on l'a vu à travers nos reportages, l'occupation anarchique de l'espace public est un véritable problème. Les commerçants diront non, mais les piétons se plaignent tous les jours. On les déguerpit aujourd'hui et le lendemain, ils reviennent s'installer. Qu'est-ce qu'il faut pour éradiquer définitivement ce problème? Oui, c'est un phénomène complexe, effectivement, et tous les gouvernements ont essayé de trouver une solution, mais comme vous l'avez dit, le phénomène reste récurrent, ça revient tout le temps.
Et il faut une approche assez holistique, et j'ai entendu M. le sous-préfet le dire, et l'approche doit être progressive et graduelle. On ne peut pas du jour au lendemain le résoudre. Il faudra passer par sans doute la sensibilisation, parce que je crois que personne ne veut voir son pays être comme ça. Le spectacle que nous voyons dans les rues de Dakar, sur les trottoirs, ça écœure tout le monde. On n'a même plus de trottoirs. On n'en a plus presque pas. C'est encore pire dans certaines zones, dans les marchés et autres. Et on aimerait que ça change. Évidemment, je suis presque sûr que même ceux qui vivent cela, les marchands ambulants, préféreraient être dans d'autres espaces, préféreraient vivre mieux ou avoir d'autres activités beaucoup plus rentables et plus sécurisantes pour eux. Mais c'est comme je l'ai dit, il faudra sans doute beaucoup de sensibilisation pour les amener à prendre conscience. Il faudra de l'éducation pour qu'on comprenne que ce sont des espaces communs, des lieux de vie que nous avons en partage et qu'il y a des règles qui régissent l'occupation de ces espaces. Et c'est après la sensibilisation et l'éducation et tout le reste, maintenant s'il y a des récalcitrants qui ne veulent pas de toute manière appliquer la loi, qu'on peut envisager de la sanction, mais qui vient après tout un processus. Parce que ce sont des phénomènes humains qu'il faut savoir prendre avec rigueur, sans doute, avec fermeté, parce que la loi doit être appliquée, mais avec beaucoup de pédagogie pour comprendre aussi qu'il faut aider ces jeunes à avoir d'autres types d'activités. Et je crois que si vous avez bien entendu ce qui se fait depuis l'arrivée de ce gouvernement au pouvoir avec le président Bassirou Diomaye Faye, tout l'effort qui va être consenti pour la transformation structurelle du pays, pour la relance de l'économie, pour une agriculture durable et qui nourrit son homme, que ce soit des vrais agripreneurs qui seront dans le monde rural, l'effort doit être mis à ce niveau-là pour que les jeunes n'aient même plus besoin de venir à Dakar parce qu'ils pourront gagner leur vie. Donc il y a des solutions structurelles qui sont devant nous et le président sans doute et le gouvernement les prendra en charge dans les meilleurs délais pour pouvoir résoudre ces phénomènes, que ça soit maintenant derrière nous. Très bien, revenons à la journée Setal Sounaré prévue demain. Monsieur le ministre, est-ce que le matériel de nettoiement est suffisamment disponible partout dans le pays ou alors vous attendez une contribution citoyenne des municipalités ou tout simplement des familles? Oui, des familles d'abord pour commencer, parce que l'appel est destiné à tout le monde. Chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais du râteau à l'appel et au balai devant la maison est appelé à donner une contribution. Même le sachet d'eau qu'on sort pour le donner aux jeunes qui sont dans la rue est une contribution citoyenne de qualité que nous souhaitons et nous demandons aux Sénégalais d'agir dans ce sens. Partout où il est possible, juste par des petits moyens de faire le travail, ce sera fait. Mais nous avons déjà prépositionné le matériel lourd un peu partout. Les équipements sont disponibles parce qu'il y a des zones où il y a des bassins de rétention qui sont sous-dimensionnés, qui ne peuvent pas recueillir suffisamment d'eau. Et on sait que l'hivernage va être pluvieux. Je donne l'exemple, par exemple, du bassin de la zone de captage, qui, au moment où nous nous parlons, peut recueillir 170 000 mètres cubes d'eau. Mais les travaux qui vont y être réalisés à partir de demain et dans les semaines suivantes permettront d'aller à 270 000 mètres cubes. Donc le bassin va être élargi, approfondi, curé et nettoyé, stabilisé. Et c'est la même approche que nous allons faire ailleurs. Ce sont de grands engins, ceux mobilisés par la direction de la prévention et de la gestion des inondations, comme Sonaged aussi, les sapeurs-pompiers, mais également les professionnels de l'assainissement du Sénégal. Ce sont des entreprises privées, mais qui sont venus spontanément vers nous pour nous dire, cette fois-ci, nous ne sommes pas venus pour des marchés à réaliser, pour être payés. Nous donnons une contribution citoyenne parce qu'il s'agit de mobiliser l'ensemble de la communauté nationale. Et sans oublier, bien entendu, on ne peut pas faire cette activité sans les collectivités locales. Chacune des mairies du Sénégal est en train de s'organiser pour sortir aussi son matériel. Et quand il n'y en a pas, pouvoir en acheter pour les jeunes et les populations. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en venant ici, j'ai reçu des appels de jeunes qui m'ont dit qu'ils sont en train de mobiliser et de collecter de l'argent pour aller acheter des gilets à mettre, pour aller acheter des brouettes, pour aller acheter des râteaux et des pelles. Et j'ai dit, voilà l'esprit. L'esprit de cette journée, c'est de ne pas seulement d'ailleurs attendre les moyens qui viendront sans doute une partie de l'État, mais c'est de se cotiser au niveau du quartier et de la commune pour pouvoir faire le travail. Et c'est ce qui réglera la question de la durabilité. Parce qu'au-delà de la journée, nous voulons que ces activités continuent. Quand le quartier est sale ou bien qu'il y a une sorte de fuite sur les égouts, c'est vrai, il faut appeler l'ONAS, mais si par un coup de balai ou de pelle, etc., on peut déboucher le chiffon qui obstruait, peut-être que les jeunes du quartier n'ont pas besoin d'attendre le DG ou le ministre de l'Assainissement pour qu'ils viennent le faire. Très bien. Tout à l'heure, nous étions à Keur-Massar, cette fois direction Guédiawaye, où la ville a organisé une opération de désensablement, de ramassage. 250 éléments pour assurer l'hygiène et la propreté. Avec l'appui du FERA et de la Sonaged, les rues sont de plus en plus propres, nous dit Louise Bizza.
Le département de Guédiawaye s'est hissé un exemple dans le cadre de l'opération Banlieue propre. Cela s'est traduit par le désensablement des rues, l'enlèvement des ordures ainsi que le nettoyage général. Seulement à Castor Nimzat Notaire Sud, les rues sont encore sablonneuses. La plage était là, la plage de la mer là. Notre quartier fait partie de la plage de la mer de Guédiawaye. C'est après que l'eau est reculée. Les vagues sont parties. Il y avait des Scrabble ici. Au fur et à mesure que les gens construisent, avec le barrage des fils à eau, l'eau ne vient plus. Ce qui nous a donné le sable là. Bon, les sables qui sont là, il n'y a pas un suivi pour le nettoyage. Il y avait le suivi sur les places aménagées, ça sera très bon. Des défauts dans la conception de la tuyauterie engendraient un mauvais écoulement des eaux usées et par ricochet de mauvaises odeurs liées à des remontées d'égouts. Nous avons des égouts actuellement. Mon quartier est stable pour ça. Nous avons des tuyaux partout. Pas tout le terrain, mais de mon côté, parce que je suis plus intelligent que les autres. Quand j'ai vu le projet, je suis allé voir le chef de chantier. Je lui ai dit, je suis prêt, donc il faut faire passer les tuyaux dans mon quartier. Pour davantage assurer le désensablement dans les rues de Guédiawaye et ses 5 communes, le Fonds d'entretien routier autonome s'est engagé dans une action concrète. Il y a le FERA qui est un démembrement de l'État. Il y a aussi Sonaget, mais Sonaget, par contre, elle gère tout ce qui est ordures. Mais pour ce qui est du FERA, il gère le désensablement. Et ils sont au nombre de 250 éléments, rien que pour la ville de Guédiawaye. Il y a aussi les 5 communes qui ont aussi des équipes du FERA chargées de désensabler toutes les artères des communes, mais aussi de la ville. Pour la journée du 1er juin, il est prévu un 7-7L sur toute l'étendue du territoire. Alors, Monsieur le ministre, on a vu à FERA, Sonaget, on annonce également la participation de l'armée, des sapeurs-pompiers et même des agents hygiène. Comment ces forces vont-elles intervenir dans les opérations prévues demain? Alors, on a déjà mis en place un dispositif de coordination. Oui. Effectivement, je l'ai dit, la question le phénomène des inondations ou le nettoiement des villes fait intervenir beaucoup d'acteurs. Et la première chose que nous avons faite, c'est de mettre le mécanisme de coordination. Et si vous voyez, par exemple, en ce qui concerne les inondations, les années précédentes, il y avait déjà une mutualisation des efforts. Il y a quelques semaines, j'avais tenu le Comité national de gestion des inondations avec l'ensemble des acteurs dont vous parlez, qui ont participé à ce comité national. Même des gouverneurs étaient venus des régions pour s'entendre sur une feuille de route et un plan d'action à dérouler. Et chacun avait ses rôles et responsabilités bien situés. Et le Premier ministre aussi a présidé ensuite un conseil interministériel sur ce fait. Et pas plus tard qu'hier, nous avons encore tenu à la présidence une réunion avec l'ensemble de ces acteurs. Et nous pouvons aujourd'hui dire précisément sur chaque site quels sont les acteurs qui vont intervenir et qui prend le lead. Si par exemple sur un site on dit que c'est le groupement national des sapeurs-pompiers qui déploie son matériel, des acteurs de la Sonaget peuvent venir, les jeunes des communautés et les collectivités locales peuvent être là, mais nous travaillons sous la coordination de cet acteur qui est positionné sur ce site. Et c'est comme ça qu'on l'a un peu déployé. Et au niveau des régions également, tout est concentré au niveau des gouverneurs qui donnent le lead. Oui. Mais chaque acteur aura l'autonomie, disons, dans l'exécution de ses tâches. Par exemple, si des jeunes dans leur propre quartier décident d'avoir une sorte d'innovation dans la façon de nettoyer, ils seront évidemment encouragés à le faire. Mais tout ça ensuite, ces différents groupes seront coordonnés par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui a mis en place les dispositifs pour faire la coordination nationale et rendre compte directement au chef de l'État ou au Premier ministre. Alors, c'est-elle Sonoré un acte citoyen, la citoyenneté justement, tout le monde en parle, revendique de l'État le respect de ses droits. Pourtant, à l'inverse, les citoyens ont des responsabilités et des devoirs vis-à-vis de cette même
État, en principe égalitaire. Cette relation pose la question du civisme en crise. Avoir un sens civique élevé est une condition nécessaire pour espérer vivre ensemble et en bonne harmonie. Citoyenneté et civisme pour une coexistence pacifique. C'est une chronique signée Omar Diao. Citoyenneté, un mot dans bien des bouches. On parle d'attitude, de manière d'être, d'entreprise, de balai et même de presse citoyenne, avec l'utilisation par de non-journalistes des réseaux sociaux qui font le lit de la désinformation. Mais un mot à la mode devrait susciter, de prime abord, des interrogations sur son sens réel. Car l'usage généralisé est souvent vecteur de confusion et de perte de sens. Parfois, on ne soupçonne même pas l'étymologie et les évolutions de certains vocables. En fait, c'est pendant l'Antiquité qu'apparaissent dans les cités grecques les notions de citoyenneté et de citoyen. Et dès le IVe siècle avant l'ère chrétienne, Aristote stipulait que ce n'était pas la cité qui faisait le citoyen, mais plutôt le type de rapport des individus à la cité. C'est elle que tous partagent. Bien plus tard, Hobbes dira du citoyen qu'il est un homme ayant rompu avec l'état de la nature pour intégrer d'autres semblables. Cette acception ne s'écarte pas de celle de Rousseau dans le contrat social où citoyen est entendu dans un sens actif et participatif aux affaires moins que celui d'un privilège. La citoyenneté est donc un idéal collectif et le citoyen doit avoir conscience d'interagir avec une communauté pour l'intérêt général, pilier de l'État. Mais à bien des égards, les égoïsmes, l'ignorance et les cupidités l'emportent sur cet intérêt général foulé aux pieds. Cela amène à aborder l'autre versant de la question, le civisme. Il renvoie aux devoirs et responsabilités de chacun dans l'espace public. Quel est notre rapport à l'hygiène, à l'environnement, à la loi ou à l'éducation des enfants, au bien commun? Nous sommes si prompts à revendiquer, avec impatience, véhémence, parfois avec insolence, des droits en oubliant les devoirs et obligations essentielles. Le Mbedoubour et le Alaloubour associés à l'État sont des conceptions rétrogrades aux antipodes du civisme qui est avant tout dévouement et sacrifice. On devrait alors en faire un bréviaire qui indiquerait la marche à suivre plutôt que de subir la cravache antipédagogique. Citoyenneté, civisme, une chronique, on l'a vu, signée Omar Diao. Monsieur le ministre, un dernier mot à l'endroit des Sénégalais pour cette journée de demain. Eh bien, déjà, le dernier élément que vous montrez, je crois que c'est une belle conclusion. Oui. Il n'y a pas de république sans citoyens. On ne peut pas vivre notre vivre ensemble. Le ciment de notre vivre ensemble, c'est justement la citoyenneté. C'est notre conscience qu'on a des droits sans doute, mais nous avons des obligations vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de notre communauté proche, vis-à-vis de notre nation. Et c'est ensemble, en respectant les règles du vivre ensemble, que nous allons pouvoir vivre et construire ensemble notre pays. Et je crois que c'est tout le sens de la journée de demain. Le président nous appelle à être sous le drapeau. Il n'y aura aucune ethnie, il n'y aura aucune religion, il n'y aura aucun parti politique. Il y aura seulement le citoyen sénégalais derrière le président qu'il s'est choisi pour nettoyer son pays, pour le rendre propre et plus prendre un engagement de faire en sorte qu'il reste dans cette option de s'approprier ce phénomène et de faire en sorte de ne plus jamais salir lorsqu'on a fini de nettoyer notre pays. Monsieur le ministre Cheikh Tidiane Dièye, merci. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Vous étiez avec nous sur ce plateau de 20h pour nous parler de la journée de demain, s'étale sous nos réaux, sous l'égide du chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L'actualité, c'est également le séminaire de stabilisation du calendrier académique qui s'est ouvert ce vendredi à Saly, Portugal. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour rendre le calendrier universitaire intangible avec l'implication de toutes les parties prenantes. Amadou Diallo. Stabiliser le calendrier académique pour le rendre intangible. Voilà le but recherché par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à travers ce séminaire national de remédiation des chevauchements des semestres et années universitaires. Il faut aussi régler le problème des chevauchements des différentes années. Les bacheliers de 2023 viennent à peine de démarrer leur cours. Il y a des bacheliers de 2022 qui sont encore en première année à l'université. C'est une anomalie. Et nous avons un atelier avec des experts qui vont y travailler pour que ce gap-là, ce retard-là soit rattrapé le plus rapidement possible pour qu'au mois d'octobre, quand on va commencer la première année pour les bacheliers de 2024, les autres étudiants soient restaurés dans leurs droits. Cela demande beaucoup d'efforts de la part des enseignants, des étudiants et naturellement du ministre de l'Enseignement supérieur qui est prêt à les accompagner.
Mais après aussi, une fois qu'on a réglé tout cela, il nous faut recruter des enseignants. On a un atelier pour en parler. Il faut que les chantiers que le ministère a commencés se terminent. Parce que les étudiants doivent avoir des salles de classe décentes, doivent avoir des restaurants décents. Nous y travaillons et nous pensons pouvoir livrer une grande partie de ces chantiers d'ici la rentrée pour que les étudiants soient dans des conditions de travail décentes. Ce séminaire de 3 jours va permettre de définir une stratégie nationale de normalisation et d'harmonisation des années universitaires, et ce, dans une démarche inclusive. On est dans une approche purement inclusive, où tout le monde est représenté aujourd'hui à Saly, et toute cette belle équipe restera ensemble durant 3 jours. Le diagnostic est très simple, c'est que nous avons un calendrier académique complètement désarticulé, qui jette le discrédit sur le fonctionnement des universités sénégalaises et qui a un impact financier particulièrement important. Le Sénégal est en train pratiquement de jeter de l'argent à la poubelle à cause du chevauchement des années académiques. Les étudiants qui doivent faire une licence en 3 ans la font en 4 ans. Ceux qui doivent faire des masters en 2 ans la font en 3 ans. Et tout cela constitue un bloc de dépenses particulièrement importantes que le Sénégal pourrait rationaliser et injecter dans l'enseignement supérieur. Depuis quelques années, le calendrier universitaire au Sénégal connaît des perturbations, ce qui affecte la compétitivité des universités. Sur instruction du président de la République, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation va ainsi procéder à la normalisation et à la cristallisation du calendrier de l'année universitaire au Sénégal. Je vous le disais en titre, l'administration pénitentiaire a un nouveau directeur général, Aliou Cissé, hérite de la direction au moment où l'on parle de réforme et modernisation de la justice et du milieu carcéral. Les défis sont multiples et complexes pour le nouveau directeur, nous dit Moussa Mané. La nomination de l'inspecteur Aliou Cissé sonne comme un changement systémique dans la gestion de l'administration pénitentiaire, une institution dirigée jusqu'ici par des officiers de la gendarmerie. L'inspecteur Aliou Cissé devient ainsi le premier cadre issu de cette institution à la diriger. Même si les demandes ne sont pas sorties des 4 murs, protégées souvent par des barbelés, les aspirations étaient là. L'administration pénitentiaire regorge de cadres capables de gérer l'institution et la politique du Sénégal en matière carcérale. Une demande satisfaite aujourd'hui par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à travers ce décret de nomination de l'inspecteur Aliou Cissé. Adjoint directeur général de l'administration pénitentiaire, l'homme connaît bien le milieu. En effet, c'est en 2002 qu'il entre à l'École nationale de police, d'où il sort en 2003 avec le diplôme de gardien de la paix. 1 an après, il réussit le concours de contrôleur de l'administration pénitentiaire. Il ne compte pas s'arrêter à ce niveau. En 2011, il est admis au concours de diplôme d'inspecteur de l'administration pénitentiaire, ce qui lui permet d'occuper de hautes fonctions au sein de l'institution. Parallèlement, l'inspecteur Aliou Cissé diversifie ses connaissances à travers d'autres formations. C'est ainsi qu'en 2017, il obtient un Master 2 en gestion des ressources humaines à l'UCAO de Ziguinchor. Auditeur au Centre des hautes études de défense et de sécurité en 2022, il y sort avec un Master 2 en sécurité nationale. Ce Master 2 réussi, il intègre l'Institut de défense du Sénégal, IDS, en juillet et septembre 2023. À la fin de la session, il regagne son administration avec une attestation cours de capacitation en technique d'état-major, un diplôme qui lui ouvre des portes supplémentaires jadis fermées au cadre de l'administration pénitentiaire. De son premier poste de service à la MAC de Tambacounda, l'inspecteur Aliou Cissé a sillonné le territoire national. Il a gravi tous les échelons dans l'administration. De gardien à directeur adjoint, il est passé par les fonctions de directeur de maison d'arrêt, d'inspecteur régional, de directeur de l'École nationale de l'administration pénitentiaire, de chef de la division de l'inspection des services pénitentiaires. Il hérite d'une institution qu'il connaît bien et dont les défis à relever sont immenses. En effet, au vu des témoignages et des récits d'anciens détenus, l'administration pénitentiaire est décriée pour mauvais comportement de la part de certains de ses agents. Faux ou vrai, l'univers carcéral est connu par ceux qui le fréquentent au quotidien. D'autre part, la surpopulation, les conditions de détention, l'hygiène sont autant de problèmes auxquels le nouveau directeur doit faire face. Il s'y ajoute le manque de personnel, même si des efforts sont faits dans le recrutement à travers son école.
Rattachée au ministère de l'Intérieur, l'administration pénitentiaire fait en ce moment l'objet de toutes les attentions durant les assises sur la réforme et la modernisation de la justice. Les problèmes auxquels elle est confrontée trouveront sans nul doute des débuts de solutions et au sortir de ces assises, le nouveau directeur général de l'administration pénitentiaire aura la lourde tâche de mettre en œuvre les nouvelles orientations. 31 mai 2002, 31 mai 2024, voilà 22 ans jour pour jour. Le Sénégal battait la France. Un match d'ouverture de la Coupe du Monde, c'était au stade de Séoul en Corée du Sud. Un but du regretté Pape Bouba Diop sur une passe décisive de El Hadj Ousseynou Diouf. Avec ce succès historique et retentissant, le Sénégal entrait dans la cour des grands pour sa première participation en Coupe du Monde. De très beaux souvenirs pour le peuple sénégalais. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants Philomène Constance Diagne Boy pour la version Wolof de ce journal. Bonne soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le temps sera globalement stable sur le pays au courant de ce week-end. Un ciel ensoleillé à passagèrement nuageux attendu sur une bonne partie du territoire sénégalais. Cependant, des températures resteront clémentes au niveau de la partie ouest du pays, entre le littoral et le centre-ouest du territoire sénégalais.